I've been dead once already. It's very liberating. You should think of it as therapy. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et ma mission est de vulgariser les phénomènes paranormaux en présence d'autres spécialistes. Dans l'épisode 4, mon amie Julie était venue nous parler de la mort. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que vous aviez beaucoup apprécié sa présence et aussi à me demander son retour. Et c'est avec grand plaisir que je la reçois de nouveau aujourd'hui. Ensemble, avec bienveillance et intelligence, nous allons aborder de nouveaux sujets autour de la mort et de l'après-vie. Coucou Julie, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va Vanessa et toi ? Ça va, je suis très très contente de te retrouver parce que on avait passé un super moment ensemble la dernière fois, c'était pour l'épisode 4. Et alors je sais pas toi, mais je crois que toi aussi, moi j'ai eu des super retours. Les gens ont vraiment adoré le podcast qu'on a fait ensemble, ils ont adoré ta personnalité, ton approche de la mort. Est-ce que toi tu as eu des retours aussi un petit peu de ton côté ? Ouais, j'ai eu alors la plupart des retours, effectivement, j'ai eu d'excellents retours aussi. Et Ça fait plaisir parce que encore une fois, la mort, c'est pas forcément le sujet où on se dit tiens, ça va être sympa si on allait écouter ça. Donc non, dans l'ensemble, franchement, les retours étaient vraiment chouettes et ça fait plaisir de pouvoir partager ça et puis surtout de démystifier et puis peut-être de mettre en lumière en fait cette chose un peu sombre qu'est la mort. Exactement, et je pense aussi que ce qui a plu aux gens, c'est vrai qu'il y a toujours c'est difficile de pas aborder la mort sans être dramatique. C'est vrai que même nous, on a essayé de pas trop le faire, mais malheureusement, il y a toujours un petit moment où voilà, on parle quand même de mort, de personnes qu'on a perdues, donc c'est forcément toujours un peu triste. Mais on a essayé au maximum de le faire, et je pense que c'est ce que les gens ont vraiment apprécié. Alors moi, je sais que il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit qui te suivaient déjà à la base parce que tu as quand même une grosse communauté de personnes qui te suivent, donc ils te connaissent, ils savent déjà quelle est ton approche. Mais je crois qu'ils étaient vraiment touchés de voir que déjà je t'invitais, je te donnais la parole et de t'entendre en fait, parce que c'est vrai qu'ils te voient beaucoup au travers de tes posts Instagram, mais ils t'entendent pas. Et je pense que là, ils étaient ravis d'entendre ta voix, de t'entendre t'exprimer sur ce sujet, et ils ont été vraiment reconnaissants. Donc je pense que là, ils vont être très très contents de te retrouver. Bon, écoute, en tout cas, plaisir partagé. Moi, je suis toujours très ravie de pouvoir partager un petit bout de ma vie. Et nous, on est d'autant plus ravis parce qu'on en apprend beaucoup, et c'est vrai que je pense que c'est ce que m'ont dit les gens quand ils m'ont écrit. Ils ont vraiment déjà découvert l'ampleur d'un métier, même si il y a quand même des gens qui ont déjà témoigné, mais en plus toi tu as une double casquette. Je pense que c'est ça qui les a intéressés, et en plus de ça, une approche qui est plutôt jolie. Quand tu dis la mort est belle, tout ça, je trouve ça merveilleux. Tu vois, c'est vrai qu'il faut le voir plutôt dans ce sens-là, parce que de toute façon, c'est quelque chose d'inévitable. Alors, j'ai eu quelques questions. J'ai des gens, j'avais prévenu en fait que j'allais te recevoir une nouvelle fois. J'ai des gens qui m'ont envoyé des questions. J'en ai gardé pour une future fois où tu reviendras encore. Avec Mais il y a une plaisir. question particulièrement où je trouvais ça intéressant, et c'est une question qui est pas évidente, mais je pense que tu vas trouver les mots comme d'habitude. Cette personne demande comment faire pour appréhender la mort plus facilement. Alors je pense qu'elle veut dire, tu vois, notre mort et la mort de nos proches. Comment faire pour être un petit peu plus en paix avec ça? C'est surtout difficile de répondre en Généralité, ouais. en quelques généralités, puisqu'en fait, je pense que pour appréhender la mort, il faut, moi je dirais, il faut alors la côtoyer. Ça paraît comme ça un petit peu difficile parce qu'on va pas tuer tout le monde autour de nous pour pouvoir pour pouvoir l'appréhender, mais justement la connaître, tu vois, essayer. Il y a des tas de littérature sur la mort qui sont assez fantastiques et qui permettent d'en apprendre aussi davantage. Et je pense que pour pouvoir appréhender, c'est bien de connaître, puisque finalement on a peur de ce qu'on connaît pas, on a peur de l'inconnu. Tout à fait. Et je pense que déjà, si on commençait par ça, ce serait déjà un bon pas. Donc toi, tu conseillerais à ces personnes peut-être d'acheter 2-3 ouvrages pour se renseigner un petit peu plus? T'en as à recommander, des livres? Oui, j'ai alors il y a des gens qui font légion dans la profession. Alors je parle vraiment alors après encore une fois, ça dépend de ce que veulent les gens, mais en récit en tout cas historique sur l'histoire de la mort.
depuis le début jusqu'à aujourd'hui, savoir comment elle a évolué dans les mœurs. On a Philippe Ariès, A-R-I-E-S. Voilà, je crois qu'il a écrit un livre qui s'appelle Essai sur la mort de l'Occident à nos jours, enfin quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'assez accessible en plus, d'assez sympa. Ensuite, il y a, si on s'intéresse à la mort et au fantastique, on va dire, au Moyen Âge, puisque c'est un petit peu mon dada, on a tous les livres de Claude Lecouteux, Lecouteux, qui sont juste exceptionnels. Alors là, c'est quand même plus des essais universitaires, donc c'est un petit peu plus... disons que c'est moins fluide, c'est pas une histoire qu'on lit, mais c'est vraiment hyper intéressant. Et après, il y en a plein d'autres. Sur mon Instagram, j'ai fait une story permanente comme ça sur les livres intéressants qui parlent de la mort. Parfait. Et bah, du coup, on fera un petit rappel de ton Ouais. compte Instagram à la fin, mais n'hésitez pas à aller voir parce que je pense en effet que tu as complètement raison. Ce qui nous fait toujours peur, quel que soit le domaine, c'est le fait de ne pas savoir et d'avoir des idées préconçues. Et là, peut-être que une meilleure approche, d'en savoir un petit peu plus sur la mort pourrait rassurer certaines personnes. Après, je pense que comme tu le dis, hein, c'est au cas par cas de toute façon, hein. Ça dépend où on en est de l'approche de la mort et à quel point ça nous fait peur. C'est exactement. Alors Julie, du coup, je voulais aussi qu'on aborde, le sujet de la mort, mais cet avant-goût de mort justement que certaines personnes vont pouvoir avoir au cours d'une vie. Alors ça peut être un avant-goût qui peut être accidentel ou qui peut être intentionnel, mais il y a des personnes qui ont eu un avant-goût de la mort, qui sont revenus, qui sont toujours vivants et qui peuvent témoigner. Alors dans toutes les expériences justement hors du commun, qu'on va pouvoir trouver, il va y avoir, un rite initiatique qu'on trouvait surtout à l'époque de la Grèce antique, qui s'appelait mystère ou mystaté. Et en fait, à cette époque, il y avait un rite qui était obligatoire pour les hommes, qui était une sorte de mise en scène assez poussée aux confins de la mort. C'est-à-dire que je pense qu'on mettait vraiment les jeunes hommes en position de mort imminente, mais on arrêtait la cérémonie juste avant que la mort arrive. Et en fait, je pense qu'il y avait peut-être une sortie du corps ou quelque chose. Il y a quelque chose d'assez mystérieux, ça s'appelle mystère justement pour cette raison, c'est que on n'en sait pas vraiment plus. Les gens qui passaient ce rite initiatique n'avaient pas le droit d'en parler. Ils le vivaient et par contre, quand ils revenaient, ils avaient eu un aperçu de la mort, ils savaient ce qu'était la vie après la mort et du coup, ils pouvaient continuer leur vie cette fois-ci en étant hommes. Ils avaient fait ce passage initiatique. Et je trouve ça fou en fait que durant l'Antiquité, donc c'était surtout les Grecs et les Romains, ont provoqué ce sort de rite initiatique qui semblait très très important et qui allait déjà un petit peu plus loin enfin, c'est limite en fait, hein, de se dire qu'on va mettre les vivants et des jeunes hommes en fait dans un état comme ça proche de la mort, assez dangereux. Est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler de ça? Alors pas du tout. Ça, c'est quelque chose, tu vois, que je ne connaissais pas. Je trouve ça totalement fascinant et ça m'interroge sur du coup la notion au divin, puisqu'en fait, dans l'Antiquité, on sait qu'ils avaient quand même un rapport aussi aux divinités plus que présent. Et du coup, ça m'intéresse. Je me le suis noté parce que comme ça, je vais aller creuser ça, tu vois, du coup. Alors, à l'époque, ils appelaient ça aussi mystaté, Mystatai. Et c'était vraiment juste pendant l'Antiquité. Je pense qu'après, ça s'arrêtait. Et comme tu le dis, très important, il y avait un rapport au divin. Donc, souvent, en fait, quand ils revenaient, ils disaient quand même qu'ils avaient aperçu telle ou telle divinité, qu'ils étaient du coup convaincus que la mort existait. Mais c'est rigolo parce que, en vérité, enfin, je sais pas si toi t'as connu ça ou en tout cas entendu parler de ça, mais quand on était jeune, il y avait des jeux pour ados assez bêtes où on se mettait dans des positions de malaise, voire un petit peu de ce genre de truc en fait, très dangereux, où on se provoquait je l'ai jamais fait, hein, mais on en parlait beaucoup quand j'étais jeune. Des sortes d'étranglements en fait, qui faisaient que tu t'évanouissais et en fait tu avais des visions au moment de l'évanouissement et bon malheureusement il y a des gens qui sont morts, je crois qu'on appelait ça le jeu du foulard, un truc Le comme jeu ça. ouais, ça existe encore même aujourd'hui. Je crois que ça existe encore, Ouais, hein, de ouais, ouais. différentes manières et en quelque sorte c'est un petit peu ça en fait, hein, il y a aussi cet aspect je pense de qu'ont les gens de vouloir alors
notre génération, je pense que c'est surtout jouer avec la mort. C'est pas Mm. du tout un aspect divin ou un rite initiatique, mais je pense que en tout temps, en fait, ça a toujours interrogé les jeunes gens de se mettre dans des positions un petit peu dangereuses pour pouvoir essayer d'approcher la mort. Et dans le cas du jeu du foulard, en effet, les gens qui témoignent disent en effet qu'ils ont eu des hallucinations. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment eu une sortie du corps? Est-ce qu'ils ont vraiment eu, alors je pense pas une NDE parce qu'il faut une mort clinique, mais est-ce qu'ils ont vraiment vécu quelque chose ou est-ce que c'est un coup du cerveau, tu sais? C'est très difficile à dire. Enfin, encore une fois, ça démontre bien quand même qu'il y a cette espèce de fascination, à la fois pour la mort et surtout pour ce qu'il y a après, et de se dire, tu sais, on en revient, on se met dans cet état-là et puis on en revient tel un conquérant, on a bravé la mort et maintenant on va aller prêcher et vous dire ce qu'il y a exactement après la mort. C'est un peu étrange comme comportement, tu trouves pas? Enfin, moi, je vais y revenir, mais j'ai fait une expérience de plantes psychotropes, d'ayahuasca, qui est déjà une expérience assez dangereuse, mais je pense que, tu vois, si on avait un vrai rite initiatique de nos jours qui nous permettait de frôler la mort vraiment intentionnellement et de voir un petit peu ce qui se passerait, je sais même pas si je le ferais au vu du danger. Tu ferais un truc comme ça, toi? Non, moi j'avoue que alors je connais un petit peu ton expérience, on en avait déjà parlé et puis évoqué, mais j'ai hâte que tu nous racontes ça en plus. Je suis à la fois fascinée et complètement flippée. Voilà, j'aimerais pouvoir te dire que j'adorerais faire ça, mais en fait non. J'aime quand Bah, même trop la vie, même si je trouve que la mort est belle, j'aime pour l'instant trop la vie pour pouvoir me dire potentiellement je mets ma vie en danger, ça peut s'arrêter demain. déjà ça, en fait, tu mets, je trouve c'est bête de mettre sa vie en danger, à ce moment-là de sa vie, alors que peut-être tu aurais pu avoir une longue vie et en prime, je me dis: «Qu'est-ce qui prouve une fois de plus?» alors moi toujours dans mes notions de preuve, que ce que tu vis à ce moment-là, c'est réellement, heu, une vraie expérience et pas un coup de ton cerveau, tu vois? Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Moi j'aurais l'impression de mettre ma vie en danger pour quelque chose que je ne pourrais pas prouver. Ouais, et puis alors si typiquement si on regarde le jeu du foulard, effectivement, l'étranglement, qu'est-ce que ça va provoquer? Un manque d'oxygène qui va vers ton cerveau et c'est ça qui provoque des hallucinations. Donc, Mmh. est-ce que le fait de les provoquer de cette manière-là en font des visions ou des hallucinations? Là est la question. Alors apparemment, les scientifiques ont l'air de dire ça, justement pour les N2, ils ont l'air d'expliquer alors je te dis ça justement quand j'ai fait mes recherches parce qu'on va parler ensuite, des NDE parce que ça c'est quelque chose de très important. Il y a des chercheurs vraiment qui veulent démontrer que les NDE n'existent pas et que c'est vraiment, un coup du cerveau. Alors eux, ce ils essayent de démontrer, c'est que, le lobe temporal en fait, qui est le siège des illusions optiques, est stimulé électriquement et peut provoquer des visions comme ça de NDE. La seule chose, c'est que quand ils essayent, eux, de le reproduire en laboratoire ou d'avoir vraiment des résultats conséquents, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que là, c'est que la théorie. Et Mmh. du coup, en fait, on n'a pas de réelle conclusion, juste en effet des détracteurs, des chercheurs qui refusent absolument la NDE et le fait que des gens puissent avoir une expérience au moment de la mort. Mais il y a quand même des gens qui veulent qui veulent le démontrer, oui, que ce serait un coup du cerveau et du coup du lobe temporal. Maintenant, reste à savoir ce que c'est. Alors moi, j'ai vécu en effet, 2 expériences bien distinctes, une intentionnelle et une inintentionnelle et donc comme tu le disais tout à l'heure, j'ai en effet fait une expérience, d'ayahuasca où je suis partie, il y a quelques années en Amérique du Sud. Alors les cérémonies d'ayahuasca, ce sont des cérémonies qui sont données, alors le plus souvent en Amérique du Sud et d'ailleurs je recommande aux gens d'aller plutôt en Amérique du Sud parce que si c'est fait ailleurs, c'est que ce sont pas vraiment des vrais chamans parce que l'idée c'est d'aller à la rencontre d'un chaman qui va utiliser des plantes, qui se trouvent dans la forêt amazonienne et qui sont, donc des plantes psychotropes. Et en fait, au cours d'une cérémonie, où il rentre dans une transe, il nous fait rentrer aussi dans une transe et on aurait une sorte de contact, avec d'autres entités, d'autres mondes, et on peut avoir réponse à des questions existentielles, profondes, des hallucinations, des choses comme ça qui sont, assez, incroyables. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me fascinait depuis très, très, très longtemps et je m'étais beaucoup renseignée avant d'y aller et puis j'ai passé le pas il y a quelques années. Je suis partie avec un ami et on est parti au Guatemala. Et du coup,
notre chaman nous a accueillis le premier soir. Il y avait plusieurs personnes qui faisaient la cérémonie. Donc c'est une cérémonie qui se fait en plusieurs temps, qui est assez lourde en fait. Ne serait-ce que pour ça, moi je pense que je serais incapable de le refaire parce qu'il y a déjà une diète, un régime qui est très très drastique où je crois pendant 1 mois je n'ai mangé que du riz. Donc je sais pas si les gens se rendent compte en fait, mais manger que du riz tous les jours, on en perd goût à la vie en fait. Hein. C'est-à-dire que moi j'avais plus goût en rien. Il y a ne plus boire, ne plus fumer, ne plus d'interaction. En fait, il faut vraiment commencer à purifier son corps de tout en fait, et pour commencer à préparer son corps pour la cérémonie. Et en fait, lorsque la cérémonie arrive, il y a d'abord une cérémonie du tabac la veille, qui est vraiment, comme son nom l'indique, boire du tabac liquide en fait. C'est vraiment du tabac qui a macéré dans de l'eau. Oh. Le boire et ça te rend extrêmement malade, mais du coup c'est une fois de plus dans le but de te purifier une dernière fois avant l'ayahuasca. Et enfin le lendemain tu fais l'ayahuasca. Donc tout ça en fait c'est déjà des semaines assez douloureuses vraiment psychologiquement. Et quand tu arrives le soir de l'ayahuasca, donc c'est un tout petit fond de verre d'une plante que tu vas boire, c'est pas bon du tout. Et après le chaman lui commence à chanter et danser, il joue des instruments pendant des heures et des heures. Et moi, en fait, le premier soir, ça a pas du tout pris. Donc, j'ai vu tout le monde, en fait, commencer à vivre sa transe et moi, ça prenait pas du tout. Parce que j'étais vraiment sur le contrôle et j'avais extrêmement peur. C'est-à-dire que je venais à la fois pour vivre une expérience, mais en même temps, j'avais peur. Donc, c'est ça qui a pris le dessus. Et le chaman a tellement pas accepté, en fait, que je vive pas mon expérience. Enfin, je veux dire, j'avais quand même fait un voyage très long, très loin. Il y avait eu beaucoup de sacrifices et d'argent engagé que il m'a proposé de le refaire que pour moi le lendemain. Et du coup, ce que j'ai fait, et il a surdosé le verre. Et en fait, bon, là, je vais rentrer un petit peu dans les détails de mon expérience parce que je vais le dire, c'était assez hallucinant à vivre. Donc, du coup, on avait quitté la jungle, on était parti chez lui. Donc, on était vraiment dans un logement basique avec des meubles. Il m'a fait la boisson et il a commencé à chanter. Et en fait, il faut savoir que le chaman, quand il te donne la boisson d'ayahuasca, lui aussi en prend. Donc, il se met aussi en transe. Et en fait, lui, il est parti, il en avait tellement mis que lui, il est parti tout de suite. Puis surtout, c'est des choses qu'il arrive à gérer, en fait. Donc, il sait comment partir. Donc, lui, il est parti tout de suite, il était à fond en transe. Et moi, j'étais encore un peu sur le contrôle. Et je voyais que ça venait pas, le temps passait, je suis là en train d'attendre, assise et tout. Et ça m'agace, en fait. Et je commence à être impatiente, il le voit. Et en fait, lui, il s'approche de moi, il chuchote un truc au sol à mes pieds en fait. Et en gros, il me dit après, par la suite qu'il a demandé à Ayahuasca de venir. Et là, ce qui est très très bizarre. Alors, je sais pas si c'est une synchronicité ou pas, mais j'ai senti en fait vraiment que ça arrivait par les pieds. J'ai commencé à trembler et en fait, il y a un truc qui est arrivé par les pieds qui est remonté de tout le long de mon corps, qui faisait trembler mon corps. Et là, j'ai compris que ça allait arriver. Et en fait, comme ça montait tout doucement, il y avait une sorte de suspense qui s'installait où je me disais, mon Dieu, mais le moment où ça va passer la tête, où ça va arriver au cerveau, c'est fini en fait. Et j'avais extrêmement peur, l'angoisse est montée, 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 et ça arrive à la tête. Et là, en fait, je- c'est ma perception visuelle qui a d'abord été altérée, et c'est trop étrange parce que vraiment d'une seconde à l'autre, ce que je voyais dans l'obscurité, c'est-à-dire les meubles de la maison, je les ai vus en 3D, représentés par des traits vert fluo. Et il y avait plus de notion de matière. Je sais pas trop comment t'expliquer, mais tout en fait, il y avait pas de matière. C'était un petit peu comme dans Interstellar, tu sais, cette scène où il est dans le monde en 4D. C'était un peu ça. Et moi, du coup, à ce moment-là, en fait, je me rends compte que ma vue, elle est altérée. Je trouve ça beau et fascinant. Donc, je regarde juste autour de moi. Je vois tout. Tout est sous forme de traits, en fait. Il y a plus de relief, il y a plus de matière, il y a plus rien. Et lui, je le vois comme une ombre. Je vois plus les détails. Je vois une silhouette noire. Et déjà, à ce moment-là, je me dis: «Waouh, ça corrobore avec pas mal de choses que j'ai vécues dans le paranormal», mais tu vois, je passe outre. Et en fait, au bout de ça, ça dure 10 minutes où je suis juste fascinée, j'approche les choses, je les vois comme ça et mon corps commence à se paralyser et c'est là où j'ai paniqué, en fait. Mon corps commence à se paralyser et je commence à sombrer, c'est-à-dire que j'ai senti que mon corps s'affaissait, que je pouvais plus le contrôler et que mes yeux se fermaient, tout ça, et j'avais pas envie. Et en fait, à partir de là, j'ai eu 3 états et c'est un peu rigolo parce que, ça me rappelle, tu sais, les fameux états qu'il y a après la mort, que les spécialistes disent entre le corps éthérique, corps astral et corps mental, je vais y revenir après.
Donc à ce moment-là, où mon corps est complètement paralysé, mes yeux fermés, j'ai à la fois une vision, j'ai à la fois une mémoire absolue où j'entends le chaman parler et j'entends, je comprends et je mémorise chaque mot qu'il dit, au point de pouvoir lui retransmettre le lendemain tout ce qu'il a dit dans l'ordre, alors que j'ai zéro mémoire dans la vie. Et j'ai un état, alors je pense que c'était la conscience d'une personne qui est en train de se rendre compte de ce qui est en train de se passer et qui était moi, hein, et qui est absolument énervée et qui essaye de me réveiller, qui dit Vanessa, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, réveille-toi, machin. Donc j'ai un moi qui entend le chaman, mais seulement qui entend et qui mémorise. J'ai le moi de l'émotion qui s'énerve contre moi et qui essaye de me sortir de cet état où je suis complètement paralysée. Et ma vision, du coup, je suis dans un sorte de monde complètement blanc, sans limite, infini. Je sais même pas comment dire. Et je flotte en fait dans ce monde. Il n'y a pas de bruit, il y a zéro bruit. C'est très impressionnant. Et je regarde autour de moi, il y a absolument rien. Et d'un coup, en fait, je vois des sortes de fils venir vers moi. Et c'est des fils en fait qui clignotent de différentes couleurs, un petit peu. Alors, je vais dire un peu comme des guirlandes de Noël, juste pour que les gens puissent se représenter ça, mais en fait pas du tout. C'est juste qu'en fait, à différents endroits, ce sont des sortes de fils cylindriques, un petit peu épais. À différents endroits, il y a différentes couleurs, et chaque fil est différent, chaque couleur est différente, et en fait, euh, chaque lumière va clignoter de différentes façons et va émettre un bruit différent. Enfin, c'est très très bizarre de toute façon. Et j'ai ces fils qui viennent comme ça de nulle part et qui viennent sur moi et qui commencent à m'enrouler. Et en même temps, j'ai donc la pensée qui prend de plus en plus le dessus de moi, qui ne me supporte pas d'être complètement paralysée et qui s'énerve. Et j'entends le chaman. Et finalement, les fils dans ma vision commencent à arriver de plus en plus sur mon visage. Étrangement, dans ma vision, je ne suis pas paniquée. C'est genre, je laisse le truc se faire, je bouge pas, quoi. C'est très bizarre. Et l'état, en fait, qui est complètement énervé, prend le dessus. Et j'arrive, je ne sais pas comment, avec une force absolue, à me sortir de cette paralysie tout doucement et attraper de l'eau, parce qu'en fait, boire de l'eau quand tu fais une cérémonie d'ayahuasca te fait complètement sortir de la transe. Je bois une goutte d'eau et du coup, bon bah il fallait que j'attende que ça vienne. Ça a pris quelques minutes et c'est revenu tout doucement. Mon état, bon j'étais extrêmement malade, mais j'ai réussi à me sortir de cet état. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, parce qu'au final après ça s'est arrêté. J'ai passé une nuit extrêmement étrange, mais quand je me suis levée le lendemain, j'avais l'impression d'être nouvelle en fait et d'avoir eu quand même réponse à des questions, mais sans trop savoir quoi. Ce que je me suis rappelé quand j'ai fait, je crois que ça devait être quelques semaines plus tard, ce que je me suis rappelé, c'est qu'au moment en fait où tu bois la boisson, tu dois poser une question. Tu te demandes mentalement à ayahuasca ce que tu voudrais voir. Et moi, à ce moment-là, j'avais demandé d'avoir un aperçu de la mort. Donc tu vois, c'était bon. Déjà, j'ai envie de dire, c'était pas très intelligent, et surtout comparé à ce que je te disais tout à l'heure, où c'est un truc que je referai jamais. C'est surtout parce que je l'ai déjà fait que je le referai pas. Et en fait, quand je repense du coup à ce que j'ai vécu. Je te dis, ça me fait penser à ce que disent les spécialistes lorsque on meurt et qu'il y a 3 corps qui subsistent. Donc il y a le corps éthérique qui lui mort au moment de la mort. Il y a le corps astral qui lui va partir du coup dans le monde astral. Et il y a le corps mental qui lui est souvent rattaché au domaine terrestre. Et du coup, je me suis demandé si ces 3 états très distincts que j'ai vraiment vécu auraient pu être justement ça, cet aperçu de la mort. Et je me suis demandé aussi si cette vision avec les fils colorés, ça j'ai jamais eu de réponse. J'ai jamais trop su ce que ça voulait dire, mais ne serait-ce que les 3 états très distincts que j'ai pu vivre et la perception aussi, tu sais, en traits de couleurs sans matière, machin, ça m'a rappelé aussi cette perception qu'on peut donner un petit peu aux esprits quand ils passent de l'autre côté, à se dire qu'ils ont plus la même perception que nous, donc peut-être qu'ils ont une autre vision. Et j'ai eu l'impression d'avoir la vision de quelqu'un qui était mort à ce moment-là. Donc voilà, tu as le détail de cette session d'ayahuasca. T'en penses quoi? Waouh! Alors franchement, je pense qu'il faudrait que tu l'écrives parce qu'il y aurait tellement de choses à dire que je pense que j'ai oublié la moitié de ce qui m'est passé par la tête pendant que tu C'est racontais vrai? ton récit. Déjà,
avant que j'oublie, moi les fils, tout de suite ça me fait vachement penser, tu sais, au fil des normes, au fil du destin, celui qu'on coupe. J'ai vraiment cette vision-là quand tu parles de fils qui Ah oui, c'est s'entremêlent pas comme bête, ça. ouais. Mm. Surtout que la question que tu as demandé, c'est d'avoir une vision, un Ouais, aperçu de la mort, donc ça ferait vraiment sens, je trouve. ce serait fou, hein, qui est, Ouais, vraiment quelque chose à creuser. Et puis après, ce que je trouve fascinant, c'est que, comme tu le disais si bien, c'est l'ayahuasca, c'est aussi un rite initiatique. ouais. Hem Et dans le rite, alors je le dis en plus, ça tombe bien parce que je suis en train d'étudier à fond justement les rites initiatiques, ça aussi ça me passionne. Enfin, tout ce que je vais dire me passionne en fait. Je ne sais pas ce qui ne me passionne pas dans la vie. Bref, et donc c'est quelque chose que je suis en train d'étudier, en ce moment. Et dans les rites initiatiques, en fait, il y a, Jean-Luc Carrado, qui dit que le rituel, le rite, c'est, une sorte de pièce de théâtre, en fait, un espèce de psychodrame qu'on joue en conscience, donc avec notre conscience, Mmh. mais où c'est l'inconscient qui va jouer un rôle. Ah waouh! Et en fait, quand je t'écoute raconter, je me dis: Ouais, «Mais on est tout à fait là-dedans, en fait». c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est, fascinant, C'est fascinant, c'est c'est fascinant. ouais, ça pose plein de questions, vraiment. Complètement. Et moi ce que j'aime, enfin parce que c'est vrai qu'il y a les gens qui, à l'époque, quand j'ai fait cette expérience, qui ont fait le raccourci de: «Ah, elle a pris de la drogue». Non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, j'ai pas du tout voulu prendre de la drogue. J'ai surtout voulu vivre une expérience hors du commun qui sont les états modifiés de conscience que Mmh mh. nous on ne peut pas travailler au quotidien, à part si on est moine bouddhiste, et qu'on est moine bouddhiste depuis 50 ans. En fait, c'est quelque chose de très compliqué à vivre au quotidien. Et ça me fascine assez, ces états modifiés de conscience, parce qu'apparemment on pourrait avoir accès à plein de choses, à des mondes, en effet à des choses qu'on n'arrive pas à faire en temps normal avec notre conscience normale. Et je voulais vraiment avoir un aperçu de ça, et je pense vraiment que j'en ai eu un tout petit aperçu. Il aurait fallu que je fasse d'autres sessions d'ayahuasca, mais honnêtement aujourd'hui, enfin, vu le sacrifice autour, en fait, et ce que ça implique, je pense que j'en serais plus capable. Et surtout aussi parce Mmh. que j'ai quand même eu extrêmement peur au moment où mon corps s'est paralysé. C'est un truc, tu sais, t'as ta conscience qui se rend compte que ton corps se paralyse, mais tu peux rien faire. C'est assez traumatisant, en fait. Mmh mh. Donc je pense que je pourrais plus. Mais je trouve que le sujet des états modifiés de conscience est fascinant, et d'autant plus de savoir que au cours de l'histoire, en fait, il y a de nombreuses personnalités extrêmement connues qui ont utilisé des drogues, des LSD, des choses comme ça pour développer la créativité, développer, et qui ont écrit leurs plus grands livres, qui ont Bill Gates, par exemple, a développé tout ce qu'on sait de lui à l'époque où il a pris pas mal de LSD. Et il y a plein de gens comme ça dont on ignore. Et en fait, bah il y a malheureusement ça reste des drogues, donc on peut pas non plus, tu vois, je peux pas vendre ça en disant mon Dieu c'est merveilleux, c'est pas merveilleux, c'est des drogues. Mais par contre, certaines drogues permettent d'atteindre un état qui est assez fascinant. Et c'est là en fait où on se retrouve un petit peu comme avec les mystères que j'expliquais tout à l'heure à la Grèce antique, où t'as ce truc éthique qui est que putain, on peut quand même accéder à peut-être quelques réponses, toutes les questions qu'on se pose. On a une expérience qui nous permettrait de peut-être d'avoir des réponses, mais d'un point de vue éthique, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, je pense que c'est chacun se positionne, tu vois, Mmh. comme il l'entend, quoi. Donc toi, tu penses que tu serais pas capable de faire ça? Tu me disais tout à l'heure. Ayahuasca, pas possible. Bah, peut-être pas l'ayahuasca, mais peut-être des choses, qui sont un peu moins, qui pour moi en tout cas, un peu moins impressionnantes. Alors avant toute chose, on est bien d'accord, la drogue c'est mal, on n'en prend Oui, pas, on parce que je risque de dire des choses, on sait jamais, tu sais, comme je parle sans filtre parfois. Voilà, la drogue c'est tabou, ça pue, c'est moche. Mais, au-delà de ça, premièrement, de tout temps, de l'Antiquité, même certainement avant, on n'en a pas de ouais, traces, mais, c'est sûr, les hommes ont pris de la drogue, sous quelque forme qu'elle soit. Aujourd'hui, on a des drogues de synthèse, mais, on va parler de plantes, on va parler de choses comme ça qui effectivement peuvent nous mettre dans des états, hallucinogènes. On parle par exemple de la mandragore, qui était, tout à fait. d'ailleurs très prisée au Moyen Âge, on en Ouais. reparlera plus tard. Mmh. Mais c'est quelque chose qui se fait effectivement depuis longtemps. Oui, il y a plein d'artistes et d'hommes qui, sous absinthe, LSD ou ce que tu Oui, veux, l'absinthe aussi, tout à fait.
voilà, parce que moi, je pense tout de suite à Gérard de Nerval. Bon, excusez-moi, j'ai des références peut-être un peu obscures pour certains, mais voilà, qui est juste un de mes poètes préférés, qui a sa tombe au Père-Lachaise. On l'avait vu quand j'avais fait mes petites stories. Bref, qui a écrit juste des choses absolument formidables sous drogue. Maintenant, on précise aussi que ces gens-là, alors je pense aussi à des gens comme Van Gogh, c'est aussi quand même un petit peu ce qui a précipité leur chute, parce que ils en ont quand Ouais, même un petit peu abusé. ouais, C'était c'est pas ça. juste un one shot histoire de voir. Eux, c'était tous les jours en permanence. Et par exemple, par rapport à Gérard de Nerval, lui, ça lui a provoqué des hallucinations. Il voyait des monstres autour de lui sans arrêt, et il a fini par se pendre. Mais on peut parler aussi de Victor Hugo, qui se droguait, parce Tout à que fait. tout le monde connaît la référence de Victor Hugo, les tables tournantes, c'est Ouais. vraiment très très célèbre. Mais il faut effectivement quand même savoir que oui, Victor Hugo se droguait aussi, et que ça lui a quand même provoqué pas mal, alors d'hallucinations ou pas, enfin voilà. Mais ça a aussi un peu précipité sa folie, on va dire. Alors, c'est ça en fait, hein, malheureusement le problème de ces drogues justement, c'est certes, elles ont apporté à toutes ces personnes, des succès, on va dire en quelque sorte, mais les retombées sont toujours très graves en fait. Soit les gens sont morts, soit voilà, il y a toujours eu des dérives et aussi, toi tu parles d'époque là où, c'était des drogues qui n'étaient pas non plus représentées comme des drogues extrêmement dangereuses à l'époque. C'est vrai que maintenant, tu vois, on en parle vraiment en disant: «Ouais, non, drogue dure, il faut pas du tout les prendre, c'est hyper dangereux». À l'époque, c'était pas du tout, vu comme ça, en fait, hein, c'était assez libre, donc forcément les dérives étaient extrêmes. Bon, mais alors du coup, pour les états modifiés de conscience, il y a quand même quelque chose d'un peu plus safe qu'aujourd'hui qui existe, ça s'appelle l'hypnose. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si on est un bon sujet, parce que je crois que tout le monde ne peut pas être hypnotisé. C'est vrai. Alors moi j'ai déjà testé, mais Ah! du coup, Alors? alors l'hypnose, je trouve que c'est un truc de dingue. Vraiment, je suis hyper Ouais. réceptive. Alors moi je pars en 2 secondes, hein, il y a pas de souci. Voilà, j'ai Tu fait fait des tes vies antérieures, séances. du coup? Alors non, j'ai pas fait mes vies antérieures parce que moi j'ai un problème avec les vies antérieures en fait. J'arrive pas à savoir si oui ou non. Oui, je suis comme toi. Tu vois, je suis tellement mitigée qu'en fait, pour l'instant, c'est pas un truc que j'ai envie de creuser. OK. Mais par contre, j'ai fait des sessions totalement ouf avec des gens différents. J'ai fait une session notamment à Fougeray avec mon amie Iris des Chroniques du Tarot, Ouais. qui était assez incroyable. Où on s'est connecté en fait au château, mais vraiment Waouh! au château en lui-même, OK. et où on avait eu des messages assez dingues. Du genre? Où, Genre le château vous donnait des réponses? ouais, tout à fait. Ou notamment par rapport à la crypte où j'avais vécu moi une expérience. Alors peut-être qu'un jour, si on arrive à creuser un petit peu plus cette crypte, on saura réellement ce qu'il peut y avoir en dessous. Mais où j'avais eu des visions comme ça de gens qui partaient par la crypte, qui s'enfuyaient, et d'espèces de tombeaux en fait à l'intérieur. Enfin, Oh! c'était assez dingue. OK. Donc ça, et pareil, d'autres séances comme ça, enfin qui n'ont rien à voir, où j'avais eu des visions et des choses assez claires. Donc l'hypnose, moi, me parle énormément. Et tu as raison, c'est aussi un moyen très safe justement d'atteindre ces états modifiés de conscience qui est l'hypnose, ça reste quelque chose d'assez impressionnant quand même, hein. C'est fou de se dire quand même que des personnes peuvent te mettre dans un état comme ça et te permettre d'atteindre, justement un état, assez inaccessible. Donc toi, tu le recommanderais? L'hypnose, ouais. Franchement, je dis aux gens de ouais, bah ouais, écoute, ouais. Alors du coup, permets-moi de te poser une question parce que ça reste quand même très intéressant parce que toi, je sais que malgré tout, bah, tu crois qu'il y a bien une vie après la mort, tout ça. Du coup, si on n'a pas eu plusieurs vies et qu'il y a pas de réincarnation, quel serait le cheminement pour toi? Ah bah pour moi, on reste là où on est très bien, et c'est comme ça jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire là où on est mort? Ouais, ouais, enfin, je veux dire, tu restes dans cet état après, une fois que tu es mort, appelle-le comme tu veux, enfin bon, le OK, paradis, le machin, enfin voilà. OK. Mais pour moi après, c'est une sorte de grande fête hippie. Écoute, ça donne envie. OK, qui est genre où il y aurait pas de notion du temps, où le temps passe, Ouais, j'en sais indéfiniment. rien. Après peut-être que si on serait en fait, mon problème avec la réincarnation, je crois qu'il est là. Mon problème, il est que quand on parle de réincarnation, surtout dans la communauté
ésotériques, voilà. Elles ont toutes été sorcières à Salem, alors que à Salem, elles sont 16 à être mortes, mais en fait, elles sont 500 000 à avoir été brûlées à Salem. Ne rigole pas, on me l'a déjà dit. Oui, mais tu vois, c'est J'ai pour été ça. une sorcière à Salem, j'étais là. Mais non, non, Tu tu peux vois, pas je me crois dire que ça. c'est ça qui me pose un problème, c'est que on m'a déjà fait mes vies antérieures, mais à chaque fois, on te sort des trucs, ouais, voilà, qui sont. C'est pas vérifiable en fait, tu vois. Moi aussi, on m'en a sorti deux, trois. Et comme on te donne jamais ton nom, enfin toi, je sais pas si on te l'a donné, mais moi, on m'a pas donné Non, mes noms. C'est invérifiable et du coup, juste t'entends une très, très belle histoire, mais après voilà, je pense que c'est comme tout en fait, comme les croyances en Dieu ou au reste, c'est soit tu accroches et tu y crois, soit tu as entendu une belle histoire et tu passes à autre chose, tu vois? Et moi, ça m'a jamais accroché encore. c'est ça. En fait, j'aimerais y croire. Il y a ces témoignages-là des gosses qui ont eu des vies Ouais. antérieures. Tu en avais parlé d'ailleurs avec Cécile dans un dernier podcast, qui sont assez fascinantes. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais rencontré qui que ce soit qui m'a absolument convaincue de ce qu'il me disait quand il me parlait de mes vies antérieures. Toi, t'as été quoi par une sorcière? Moi, à chaque fois, j'ai été que des trucs comme ça, sorcière, soigneuse par les plantes, guérisseuse. Enfin, tu vois, que des trucs en fait qui sont en rapport. Ouais, Alors que un peu moi, facile quoi. ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'aurais rêvé d'être une gueuse au Moyen Âge, quoi. Mais Cécile aussi apparemment. Ah bah, tu vois, voilà. Enfin, je veux dire, c'est ouais, ou d'être une sans culotte à la Révolution française. Enfin, tu vois, Ouais, d'être un. Jeanne d'Arc, une Ouais, belle j'ai pas. personnalité quoi. Ouais, mais j'ai pas besoin, tu vois, d'être absolument. C'est pas parce qu'aujourd'hui l'ésotérisme, la magie, la mort, tout ça me fascine que j'ai besoin d'avoir été ça dans une vie antérieure. Ouais, ce serait, d'ailleurs peu logique, je pense. Parce que C'est si ça. c'est Ou pour bourreau. reproduire, de vie en vie, exactement le même cheminement, je pense que c'est pas Et, du tout le but. exactement. Je kifferais bien avoir été bourreau, tu vois. Et beh, normalement ça tourne. Enfin, de ce que j'avais compris, en tout cas sur les vies, antérieures, c'est que, tu as un moment bourreau et l'autre, tu es, la personne qui souffre et ainsi de suite, en fait. Tu es obligé d'être un petit peu tout. Donc tu as été forcément bourreau à un moment. Alors, si tu le veux bien, on va parler maintenant justement des NDE ou EMI, donc des expériences de mort imminente, qui sont aussi un aperçu et même j'ai envie de dire celui le plus probant, hein, l'aperçu le plus probant de cette mort. Des personnes qui en sont revenues, qui sont mortes cliniquement. Donc, quand on parle de mort clinique, on parle d'activité électrique neuronale nulle. Il faut vraiment que ce soit reconnu à l'hôpital. Et il y a des personnes à ce moment-là, justement au moment de la mort clinique, qui ont vécu des expériences assez fascinantes. On a tous entendu parler d'expériences de mort imminente. Ce qui est assez fascinant, on en parlait tout à l'heure, Julie, c'est que bien souvent, en fait, toutes les expériences se ressemblent, mais après, tu verras qu'il faut pas non plus en faire une généralité. Alors moi, dans mes recherches, j'ai un peu halluciné parce que j'ai constaté que 60 millions de personnes avaient fait une NDE. Et je trouve Waouh. ça hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde qui ont apporté ce témoignage. Donc j'ai envie de dire qu'il est un petit peu difficile à contester. Alors après, maintenant, bien sûr, c'est toujours contestable. Dans les personnes qui défendent un petit peu leur bout de viande et qui essayent vraiment de prouver que ces NDE sont véritables, et on a en France le docteur Charbonnier, qui est le médecin anesthésiste réanimateur, qui est assez fascinant. Enfin, je sais pas si tu as déjà lu certains de ses ouvrages, mais c'est assez cool ce qu'il écrit. Oui, alors moi j'ai eu la chance d'ailleurs de faire de l'hypnose avec Charbonnier. Mais c'est pas vrai. Mais oui, j'avais fait une petite séance alors, de TCE là. Oui, c'est comme ça qu'il appelle ça, de transcommunication. Non, TCH, transcommunication hypnotique. Ouais. Et Voilà. c'est lui qui la faisait? Oui, tout à fait. Et ça a été incroyable. Et c'est fascinant ce que tu as vécu là. Ouais. Waouh. Et Ça a l'air d'être une personne assez abordable et assez intéressante. oui, très gentil, vraiment très très gentil. Et je me rappelle avoir vécu des choses de dingue. Bah, écoute, fascinant, je savais même pas qu'il faisait ça, donc en fait, il fait ce genre d'expérience justement pour que les gens aient une approche, c'est ça? Tout à De fait, ouais. Il fait ça en Génial, groupe. En OK. fait, à l'époque, il se déplaçait dans toute la France. Bon, depuis, la Covid est passée par là, mais peut-être que Ouais, bientôt on retrouvera une vie ce serait cool normale ça. entre guillemets. Mais et il fait ça en groupe en fait. Donc, t'es allongé dans un transat avec une petite couverture, un casque sur les oreilles, un bandeau sur les yeux. Les lumières de la salle sont pratiquement complètement baissées. Et en fait, dans le casque, le son est à 360 degrés. Et lui, il t'emmène en hypnose et
puis bon, bah après, le but, c'est que tu décroches de ce qu'ils te disent et qu'effectivement, tu partes réellement là où tu as envie, enfin, où tu dois, où tu as envie de partir. Et moi, j'ai vécu des trucs assez incroyables. C'est fascinant. Bah, du coup, ça me donne trop envie déjà de le rencontrer parce que c'est une personne que j'admire déjà au niveau de ses travaux, parce qu'il est un petit peu seul contre tous en France, Mm. surtout en France. Et puis pour l'expérience en plus, je trouve ça fascinant en fait qu'il essaye de prouver d'une autre manière aux personnes qui ont jamais eu de NDE, du coup, d'essayer d'approcher un état assez similaire. C'est fou, c'est génial. C'est ça. Ouais, franchement, je le recommande, hein. Vraiment, c'est assez incroyable. Encore une fois, tout le monde n'était pas réceptif. Je me rappelle Ah. dans le groupe où j'étais. Mhm. Effectivement, comme tu le dis si bien, il y a des gens qui sont pas réceptifs à Ouais, l'hypnose, ou peut-être aussi des fois qu'il y a des gens qui en attendent tellement que tu c'est ça. sais, ils se mettent la pression et du coup ils partent pas. Donc ça peut être Ouais. décevant. Je pense qu'il faut se laisser aller et voilà, Le voir. fameux lâcher prise, qu'il Tout faut à avoir fait. à peu près partout, qui est pas si évident que ça. Non. Mais écoute, c'est génial que tu m'apportes cette information parce que moi je pense que dès qu'il reprend ses sessions, moi je vais y aller. On ira, je pense, hein. Ah ben avec plaisir. Moi, je serais ravie d'en refaire une en plus. Donc, ça m'avait vraiment plu. Ouais, ça m'avait vraiment, Avec c'était chouette. plaisir, avec les auditeurs s'ils veulent nous suivre. Et du coup, on a donc ce docteur Charbonnier qui a déjà écrit plusieurs ouvrages. Alors, si vous avez jamais lu ou si vous êtes jamais intéressé à ce qu'il fait, je vous conseille vraiment de lire ses livres parce que c'est vraiment assez fascinant. Et on a aussi le plus connu, c'est le docteur Raymond Moody qui essaye aussi de prouver que les NDE sont bien véritables. Donc dans les témoignages qu'on va retrouver, qui sont, on va dire la grosse généralité, heu, c'est des gens qui vont, soudain, au moment de la mort, en tout cas, se sentir, avoir un sentiment de bien-être, de sérénité. Et après, en fait, il va y avoir 2 écoles et parfois ça va se passer, les 2 vont se passer. Il y a déjà se voir, en fait, au-dessus de son corps, alors souvent à l'hôpital ou durant l'accident. Donc vraiment la projection, voir ce qui se passe et souvent les gens par la suite peuvent vraiment décrire ce qui s'était passé et c'est vraiment le cas. Et il y a aussi ce fameux tunnel qui est assez hallucinant parce que d'ethnie en ethnie et quelles que soient les époques en fait, il y a vraiment des gens qui vont décrire traverser ce tunnel avec la lumière au bout, qui vont aussi parler de retrouver des proches qui seraient décédés. Alors des fois ils les ont pas toujours connus d'ailleurs, euh, mais souvent en fait globalement c'est ce qu'on entend sur les expériences de NDE et on a l'impression en effet que c'est toujours une expérience agréable comme tu disais tout à l'heure, peut-être l'envie de vouloir se mettre dans des états de transe comme ça, c'est parce que l'expérience est agréable. Mais en fait, quand tu te renseignes un petit peu, tu te rends compte que pas toujours en fait, et toutes les N2 sont pas appréciables. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un qui s'appelle John Tenney, qui a eu un accident quand il était plus jeune, et il a eu une N2 absolument atroce, traumatisante, où vraiment il décrit ça en fait vraiment comme une perception de l'enfer. Et lui, il est vraiment chercheur en paranormal. Il croit en à peu près tout, je crois. Et en fait, il est maintenant absolument traumatisé de la mort parce qu'en fait, ce qu'il a vécu n'était pas du tout agréable. Que lui, il a maintenant cette idée préconçue qu'en effet, ce qui se passe au moment de la mort, c'est ça, c'est un truc pas du tout agréable. Mais du coup, ça remet plein de choses en question parce que déjà, je l'expliquais tout à l'heure, il y a en effet des chercheurs, donc des détracteurs qui essayent de prouver que les N2 n'existent pas, que c'est un coup du cerveau, du lobe temporal. Mais en prime, si les gens ne vivent pas la même chose, c'est à se demander en fait, du coup, pourquoi certains ont des expériences négatives, alors que tu vois, en l'occurrence, ce John Tenney, je te dis, il croit en tout, donc il aurait plutôt dû partir vers la vision, tu Mmh. vois, où on voit les entités, on voit le tunnel, tout ça. Et il a vu tout l'inverse. Alors, c'est un peu étrange. Toi, t'en penses quoi déjà par rapport à ça? Moi, c'est quelque chose avec lequel j'y crois vraiment. Quand on parle de NDE, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, il y a beaucoup de médiums qui se sont déclarés médiums après une NDE. Ah, Je sais pas si ma phrase est française. elle, elle est compréhensible. En tout cas, Elle oui, est oui. compréhensible. Je m'explique. Alors moi personnellement, je pense qu'on est tous médiums. Voilà, de la même manière que on peut tous apprendre à jouer du piano, on sera pas tous Mozart. Mais chez certains, voilà, ça se déclare dès la naissance et puis tu continues à le garder. Et puis chez d'autres, ça vient justement, par exemple, après la survenue de NDE. Je pense notamment à la médium Florence Hubert, Tout à fait. pour la citer. Donc, c'est bien quand même qu'il y a quelque chose
Pour moi, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Il y a une relation, il y a un lien. Ça fait partie des mystères du cerveau. Est-ce que la NDE, elle va allumer, tu sais, la case médium qui est en sommeil dans le cerveau? Peut-être que tu vois, de vivre en effet une expérience comme ça t'ouvre un petit peu les portes du surnaturel et que du coup, bah, t'es un petit peu plus ouvert et tu te fais un peu plus confiance. Je sais pas. Moi, j'ai vécu une NDE. Écoute, alors je suis pas devenue médium après. J'ai plutôt l'impression que c'était l'inverse d'ailleurs. Alors, sans dire que j'étais médium, mais j'avais vraiment des prédispositions quand j'étais gamine à plein de choses. J'étais vraiment extrêmement sensible et quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai fait une session de rafting avec d'autres gens et mon ex de l'époque et en fait, notre bateau s'est retourné à un endroit où il y avait des rapides assez violents et moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, même si j'avais un gilet de sauvetage, en fait, je suis asthmatique, je fais de l'asthme d'effort et on s'est retrouvés dans ces rapides où clairement toutes les secondes, on avait la tête sous l'eau parce que, bah, voilà, c'était vraiment extrêmement violent et moi, j'arrivais déjà plus à reprendre ma respiration. C'est-à-dire que j'essayais de m'extirper sur le côté pour retrouver la berge. J'arrivais plus à respirer, donc je sentais déjà la crise d'asthme arriver. J'avais très mal aux poumons. Et en fait, à un moment, en fait, je me suis pris un rocher. Il y a un rocher qui a explosé mon genou. Et à ce moment-là, en fait, et alors moi, je n'ai pas fait une N2, mais je pense que c'est une sortie du corps. Ça a été immédiat. C'est-à-dire que j'ai senti un bien-être absolu. C'est-à-dire qu'il y avait plus la douleur au poumon, plus la douleur au genou, hein, puisqu'il s'est clairement explosé sur le caillou. Plus de bruit. C'est-à-dire le fracas là, des vagues sur la pierre, plus de bruit, plus rien. Juste bien. Limite pas d'émotion. Dans ma tête, tout de suite, il y a eu un défilement de toute ma vie. Alors ça, vraiment, ça c'est incroyable, ça fait partie aussi des témoignages, mais je l'ai vraiment vécu de ma naissance au moment là que j'étais en train de vivre. Toute ma vie a défilé sous forme d'images arrêtées, très rapides, genre comme des diapos qu'on fait défiler extrêmement rapidement. Dernière image, je ne sais pas pourquoi, était le visage de mon père qui me regarde. Et après ça, en fait, ça s'évapore. Et là, j'ai commencé à avoir eu bah, encore un état modifié de conscience. C'est pour ça que je pense que c'était une sortie du corps, où je me suis d'abord vue sous l'eau. C'est-à-dire que c'est comme si je me regardais sous l'eau en train de me noyer, mais une belle vision. C'est-à-dire que j'étais pas une morte moche. J'étais une belle vision avec les cheveux comme ça qui flottent. Et en fait, cette personne-là qui est en train de se noyer sous l'eau regarde vers le haut. Et moi, du coup, à ce moment-là, je suis propulsée, mon regard est propulsé au-dessus de l'eau, où j'ai vraiment une vision, j'ai envie de dire à 360 degrés, vraiment une vision universelle. Je peux tout voir, en fait, partout et dans tous les sens. C'est très compliqué à expliquer. Et je vois donc, du coup, la rivière, je vois l'endroit où je suis en train de me noyer, et je vois qu'il y a un kayak qui arrive dans ma direction. Et là, ça revient sur moi, qui suis sous l'eau, en train de regarder. Cette fois-ci, ma vision, elle est en train de regarder vraiment sous l'eau, en direction du ciel. Donc, je vois les vagues, tout ça, et je vois le kayak passer au-dessus de moi. Et là, je suis projetée, j'accroche le kayak, et là, je me réveille, vraiment. Donc là, je ressens la douleur au poumon, mon genou cassé, je pleure, machin. Le kayak me dépose sur la berge. Et en fait, ce qui va me choquer le plus dans toute cette histoire, c'est que le kayakiste, en fait, à aucun moment ne va se retourner, ni me demander si ça va, ni me dire bonjour. Je n'aurais jamais vu son visage. Il m'a déposé sur la berge, il est reparti comme, comme si de rien n'était. Et moi, je me suis retrouvée sur la berge en train de me demander ce qui venait de se passer. J'étais en train de pleurer, mais de façon traumatisée complètement. Et quand j'ai voulu en parler à mon ex, il s'est foutu de ma gueule, ce qui fait que pendant, je pense, vraiment 10 ans, j'en ai parlé à personne. Mais j'ai bien conscience, moi, d'avoir vécu un truc assez exceptionnel. Et bah moi déjà en fait dans les témoignages qu'on va retrouver, bah moi j'ai retrouvé cette vision, tu sais, où on a l'impression de tout voir partout, de voir Cette au-dessus de son corps omniscient, ouais. complètement. Cette sensation aussi de rien finalement. C'est-à-dire que moi toutes les douleurs que j'avais auparavant, je les avais plus, mais en même temps il y avait une grande sérénité, c'est-à-dire que c'était pas inquiétant. Il y avait aussi une notion, enfin, je sais pas comment expliquer parce que ça a dû durer quelques secondes, mais il y avait plus cette notion de temps, cette notion de, tu sais, toutes les notions qu'on a en tant qu'être humain, toutes les inquiétudes qu'on peut avoir, tout ça, il y avait plus rien, c'était juste de l'observation et c'était assez fou en fait et assez beau malgré ce que j'étais en train de vivre et voilà. Et j'ai vécu cette expérience et je te dis moi après ça en fait, mais je pense que c'est le fait de pas avoir pu en parler
qui m'a traumatisée, qui a fait que je me suis fermée, et que j'ai même fermé mes dons à l'époque à ça. Ouais, ça m'étonne pas. C'est dommage parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait dire, c'est que, s'il vous plaît, quand ça ne vous parle pas, que ça ne fait pas partie de votre système de croyance, ne vous moquez pas, tout du moins en face des gens. Moquez-vous derrière si vraiment vous avez envie, mais je veux dire, voilà, il y a plein de choses qui me parlent pas parce que ça fait pas partie de mon système de croyance, mais après, c'est pas grave. Enfin, c'est pas pour autant que c'est faux et que l'autre personne n'a pas vécu un truc de dingue, quoi. Oui, c'est ça, je pense qu'il faut toujours respecter, ce que les gens ont vécu. Moi aussi, ça m'arrive, hein, de me retrouver face à des gens, des fois, ils me racontent leurs expériences et déjà, c'est pas que j'y crois pas parce que je suis personne, pour dire, j'y crois ou enfin, si, bien sûr, les croyances, mais je ne peux jamais remettre en question ce qu'ils ont vécu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mmh. Et donc je pense qu'il faut toujours respecter en leur disant: «Voilà, toi, tu sais ce que tu as vécu, machin», mais jamais se moquer et là, je suis entre autres, aussi en train de penser aux enfants. Parce que souvent, les parents ne s'en rendent pas compte, mais ils sont maladroits quand leurs enfants leur disent: «J'ai vécu ça, j'ai vécu ci, machin». Leur dire, de pas avoir peur ou, leur dire que c'est des conneries, que machin, nin nin. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants surtout, parce qu'eux, ils sont vraiment hypersensibles et c'est pas évident, hein, ce rapport, à l'humain, qui est en train de vivre une expérience assez phénoménale, surtout quand on est cartésien. Parce que tu vois, encore toi et moi, on est assez ouverts d'esprit, Complètement. mais je peux imaginer, ouais, des gens qui sont pas ouverts d'esprit, c'est pas facile. Ouais, dites-vous juste que voilà, c'est pas bon, vous y croyez pas, mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas, par exemple. Ouais, complètement. Et tu vois, du coup, pour revenir à cette expérience, bah, moi, depuis, moi, j'ai conscience d'avoir vécu un truc exceptionnel, qui est probablement une sortie du corps, je pense. Mmh. Mais tu vois, je mets quand même pas de côté le fait que ça pourrait aussi être, un coup de mon cerveau. Alors, un coup magnifique, hein, de mon cerveau, parce que cette vision, j'ai vraiment vu, sur des kilomètres et des kilomètres, j'avais une vision d'oiseau, en fait, hein, vraiment. Donc, même si c'est un coup de mon cerveau, j'ai envie de dire, bravo. C'est formidable. Moi, j'aimerais avoir, cette facilité, au quotidien parce que c'est trop bien, quoi. Oui, mais bon, c'est pareil, en même temps, c'est des choses dont on parle quand même depuis, alors la nuit des temps, je sais pas, mais quand même au moins depuis, quelques, centaines, de d'années, quelques siècles. C'est difficile de se dire que, toutes ces croyances-là, tu vois, n'existent pas et ne sont, que, dans le cerveau des gens. Ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as une petite idée d'à partir de quand on a commencé à parler des NDE? Alors, j'ai pas d'idée parce que c'est pas un sujet que j'ai étudié à fond, mais par contre, en étudiant le Moyen Âge, les gens, ils vont en avoir marre que je rabâche le Moyen Âge sans arrêt. Ils vont se dire: Moi, «Mais j'adore, celle-là, alors ça sérieux?» va, hein. En étudiant la mort, au Moyen Âge, il y a un peintre, qui s'appelle Hieronymus Bosch ou, Mmh. Jérôme Bosch, pour franciser un peu son prénom, qui est alors un peintre, fascinant. Vraiment, je recommande à tout le monde d'aller voir les œuvres, notamment le Jardin des délices qu'il a pu faire parce que d'un point de vue mystico-ésotérique, on est dans ce qu'on peut faire de mieux, en fait, je crois. Et lui, en fait, vers la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, a peint un tableau qui s'appelle l'Ascension vers le paradis céleste. Mmh. Et donc, il faut savoir quand même que cette notion de paradis et d'enfer, elle est quand même relativement récente, puisque au Moyen Âge, on avait Dieu, on croyait très fortement en Dieu, mais on Ouais, n'avait aucune notion de paradis ou d'enfer. Cette notion-là, elle arrive justement sur la fin du Moyen Âge, en OK. fait. Elle arrive assez tardivement. Et donc, ce peintre, Jérôme Bosch, quand il a peint ce tableau, donc vous irez voir, en fait, on dit qu'il a peint justement une NDE qu'il aurait faite, et c'est les premières traces où on a de ce tunnel, vraiment, et de Waouh! ces âmes qui empruntent, qui montent et qui empruntent un tunnel. Alors, certains trouveront peut-être le tableau un peu glauque parce que effectivement, il est noir OK. et on a ce tunnel en profondeur, et au bout du tunnel attend une silhouette. Ah, c'est fou. Donc c'est typiquement, exactement dans tout ce qu'on peut entendre, même encore aujourd'hui. Ce tableau, il l'a peint en 1590, je crois, quelque chose comme ça. Je veux pas dire d'erreur, mais on doit être dans ces alentours-là, hein. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, 1490, pardon. Donc ce serait la première représentation vraiment d'une NDE, c'est hallucinant, hein, En tout cas, la seule du Moyen Âge de ce que j'ai trouvé. et c'est toujours cette histoire de tunnel. Et toujours et puis là, le tunnel est vraiment bien représenté, tu vois? C'est pas, l'ascension des âmes vers le paradis, quoi. C'est vraiment
on voit ce tunnel et on voit cette silhouette au bout du tunnel qui attend. C'est incroyable. Voilà. Incroyable. À la fois, ça me donne des frissons et à la fois, vraiment, ça me questionne à fond de bah, ce tunnel, quoi. Qu'est-ce qu'il représente, en fait? Même si on part véritablement sur la thèse de la N2 et qu'on est vraiment en train de traverser un tunnel, c'est quoi ce tunnel? C'est un vortex? Tu vois? Quand on regarde la peinture, ouais, ça ressemble un peu à un vortex, j'en sais rien, un tunnel même qu'on emprunterait nous tous les jours. C'est assez fou en plus parce que la peinture décrit tellement bien que c'est vraiment, on dirait, les témoignages d'aujourd'hui. Je serais assez curieuse, de savoir s'il y a un écrit, tu vois, de sa NDE, parce que Eh je ben pense que ça non, doit être facile. Il y en a figure-toi. pas du tout? Ah, quelle Non, parce que tristesse. tu t'en doutes, comme je suis un peu, quand j'ai une idée fixe, en fait, je la lâche pas. Donc j'ai étudié la vie en long et en large de ce peintre et malheureusement, on n'a pas grand-chose sur sa vie. Ah, Vraiment pas grand-chose, mais il y a vraiment, il y a d'autres tableaux comme le Jardin des délices qui est un triptyque qui représente en fait, en première partie, la vie sur terre, au OK. milieu, la vie au paradis Mmh. et à la fin, la vie en enfer. Mmh. C'est un de ces derniers tableaux et alors, il regorge, mais de choses. En fait, je pense qu'on pourrait l'étudier pendant des années tellement il y a de choses à regarder dans ce tableau. Toutes les fantasmagories, toutes les métaphores qu'il peut faire, c'est un truc assez hallucinant. D'ailleurs, pour la petite histoire, Michael Jackson, sur une de ses pochettes d'album, avait repris un bout justement de ce Jardin des délices. C'est la pochette, tu sais, très colorée. J'ai un trou Ah de mémoire. oui! Oui, oui, je pourrais pas dire quel Où album, on mais voit je vois très ses bien, yeux. oui. C'est la pochette où on voit ses yeux là, voilà. Et donc on retrouve sur cette pochette des morceaux du Jardin des délices. Ah, incroyable. Voilà, c'est ce peintre, ouais, il est assez incroyable dans ce qu'il a pu peindre, de vraiment de. Moi, je pense qu'il était connecté, c'est pas possible autrement en fait. Ouais, ouais, non, mais c'est puis je trouve ça génial, en fait, d'avoir une première représentation, tu vois, des NDE parce que j'imagine bien qu'en fait, les expériences de mort imminente, ou des sorties du corps, il y en a depuis, comme on le disait tout à l'heure, depuis la nuit des temps. Je pense que on n'a rien inventé. Mais par contre, des représentations, c'est génial de se dire que c'est déjà aussi vieux et que cette personne a peut-être, réussi à peindre, ce que finalement tout le monde décrit, qui est assez C'est ça. universel et incompréhensible. Donc je trouve ça, génial. En parlant de Moyen Âge, je crois que tu avais, quelque chose à nous raconter, que tu voulais nous parler de la mort au Moyen Âge justement, c'est ça? Ouais, mais alors il va falloir un autre podcast. Bon, je vais essayer d'être concise. Tu voulais nous parler de la mort typiquement? Ouais, j'avais envie de parler de la mort en général en fait au Moyen Âge, puisque la mort au Moyen Âge, elle est quand même assez particulière parce elle est vécue aux yeux de tous. Mourir au Moyen Âge, c'est vraiment un fait de société comme d'aller acheter son pain en fait. C'est quelque chose. On meurt devant tout le monde. C'est-à-dire que quand alors je pense que c'était déjà des médecins à l'époque, sentaient que la mort arrivait, on prévenait la famille, c'est ça? Et tout le monde venait assister à la mort, c'est Non, c'est ça? encore pire. C'est le C'est mourant encore pire. lui-même. C'est le mourant lui-même. Qui sentait qu'il allait mourir? Oui, au Moyen Âge, Ah ouais. ils savaient. Bah, tu sais, il n'y avait pas la médecine. On mourait pas en 2 secondes. Tu sais, on mourait de longues maladies, donc on Ouais. savait qu'on allait mourir. On avait le temps un petit peu. Et en fait, au Moyen Âge, c'est ça. C'est que quand la personne sent qu'elle va mourir, là, dans les prochains jours, prochaines semaines qui arrivent, on commence à orchestrer en fait une espèce de grande fête. On fait venir le notaire pour faire son testament. Donc, à savoir que le testament du Moyen Âge n'est pas du tout le testament d'aujourd'hui, C'est vrai? bien que ça s'en rapproche, mais faire son testament, c'est faire l'inventaire de ses biens. Au Moyen Âge, c'est très, très, très mal vu de garder quelque chose quand tu vas mourir. Il faut Même quand tu te fais, enterrer, c'est ça? Il y a Oui, pas de mobilier funéraire? non, il faut tout donner. Et Waouh! on a la notion de famille, c'est une notion de famille au sens large parce qu'en fait, tu donnes tout au village. Ah ouais, d'accord, C'est-à-dire que si tu voulais donner tes cochons à ton voisin, il y avait aucun problème. Voilà, d'accord. mais il fallait tout donner, c'est-à-dire jusqu'au moindre le lit, l'armoire. Voilà, c'est très mal vu en fait de mourir et de garder ses affaires pour soi et de ne pas les donner. Donc si tu voulais les donner à ta famille, bien entendu, tu les donnais à ta famille, hein, c'est pas le souci, mais il fallait vraiment tout lister
chaque chose et à qui tu la donnais. OK. Ce qui fait que quand on arrive à retrouver ces testaments du Moyen-Âge, on a une très bonne idée de ce avec quoi vivaient les gens, Ah oui, finalement, carrément, puisque ouais. tu fais un inventaire total du mobilier que tu pouvais avoir chez toi. Alors, j'ai une petite question parce que je pense aussi que ça devait dépendre des castes et bourgeoisie, personnes modestes, tout ça. Parce que là, je suis en train de penser, par exemple, aux personnes très bourgeoises qui avaient des châteaux, des choses comme ça. Tu vas pas me dire qu'elles partageaient ça avec le village? Bah, faut pas déconner non plus. Hein, remettons les choses, Dans le contexte? voilà. Non, là, je te parle effectivement du petit paysan parce que OK, de toute façon, le bourgeois qui mourait, lui, il mourait plutôt chez lui, entre ses murs. Effectivement, c'était moins une fête. Mais il y avait quand même plus de gueux et de paysans au Moyen Âge que malgré tout, il y ouais, avait de bourgeois et de ouais, ouais, gentilshommes, quoi, tu complètement. vois. Donc voilà. Donc tu faisais venir, donc tu faisais ton testament. OK. Et puis ensuite, à partir de là, la porte de la maison restait ouverte en permanence, nuit et jour, puisque Incroyable. c'était un défilé, en fait. Tous les gens du village venaient, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pour rendre visite aux mourants. Incroyable. Donc, tu vois, on voit déjà quand même cette espèce de... la mort, elle est visible. Tu vis avec. Voilà. Ouais, complètement. Il y a une vraie acceptation, et une vraie Total. notion de dire au revoir qui aujourd'hui, je pense alors je vais pas dire que les gens le fuient, mais je pense que les gens, n'aimeraient pas vivre ce genre de situation. Si tu dis aujourd'hui à des jeunes, bah: «Venez, voir mamie, elle va bientôt mourir, restez à côté d'elle», je sais pas s'ils le feraient, tu vois? Ouais, pas sûr. Et puis, pas forcément dans les circonstances du Moyen-Âge, puisque au Moyen-Âge, pleurer pendant la mort de quelqu'un est très, très mal vu. C'est pas vrai? D'accord. Surtout si c'est la famille. On ne pleure pas. Pas à ce moment-là, en tout cas. Et Tant qu'il est pas mort, tant c'est qu'il est ça? pas mort, OK. voilà. Il n'y a pas de manifestation émotionnelle. On continue sa vie, on fait comme si de rien n'était. Et puis le gars meurt. Et donc, on continue à venir le visiter chez lui un petit peu, hein, pendant une journée ou deux. Euh, et ensuite, on va l'inhumer au cimetière. Cimetière qui, je le rappelle, à l'époque, se trouve au centre du village. Alors à l'église ou sur un terrain à côté de l'église, mais en tout Mmh. cas au centre du village. Et là, en fait, on a... alors au Moyen-Âge, c'est très particulier parce que là, par contre, on encourage très fortement les manifestations. Mais alors, c'est pas des pleurs. Là, c'est carrément une espèce d'hystérie collective. Ah ouais? C'est-à-dire qu'il est de bon ton, au Moyen-Âge, de se griffer et de s'arracher les cheveux en suivant la procession du corps. D'accord. De ce Moyen Âge, donc peut-être que vous avez déjà entendu parler des pleureuses. Tu sais, ces Ouais, fameuses femmes qu'on embauche d'ailleurs au 19e siècle pour pleurer. Et ben là, incroyable. ça va les pleureuses, elles vont découler de ça en fait, parce que à un moment donné, en fait, la famille, elle va en avoir tellement marre de se griffer la tête, ils vont embaucher des gens pour le faire. Incroyable. Voilà. Alors, est-ce qu'ils expliquent un petit peu pourquoi à l'époque, c'était très important de faire ça? Parce que je veux dire la personne est décédée, pourquoi c'est important qu'il y ait des gens qui pleurent à ce point-là, j'ai envie de Parce dire? que c'est cette manifestation à outrance en fait de l'émotion. Tu sais, cette espèce de flagellation, toujours un peu. On est dans la religion là, tu vois, mais il faut expier en fait. Donc on expie comme ça, on expie en se griffant et en OK. s'arrachant les cheveux. Waouh, ça me paraît tellement extrême. Ah ben c'est complètement extrême, oui, on est bien d'accord. Oui. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui non plus on aurait très envie de faire ça quand même. Non, c'est clair. Et donc ensuite, on procède à l'inhumation. Bon, jusqu'ici, rien de bien dramatique, sauf qu'évidemment, au Moyen Âge, on n'utilise pas de cercueil. Le cercueil vient un petit peu après, vers la fin du Moyen Âge, le début de la Renaissance. Vraiment, au Moyen Âge pur et dur, on enterre dans un linceul. D'accord. Euh, euh, un linceul, alors de couleur. Hein, on voit souvent, je sais pas pourquoi, on voit souvent des linceuls blancs quand on C'est parle vrai. de linceul au Moyen Âge, mais c'est plutôt des linceuls de couleur, justement, pas blanc ni clair. En général, c'est plutôt des choses assez colorées. OK. Et on inhume son défunt comme ça. Et puis, on pourrait se dire, bon bah après c'est au cimetière, on va pleurer son défunt comme nous aujourd'hui en silence, sans signe ostentatoire. Sauf que c'est oublié qu'au Moyen Âge, au cimetière, se tient le marché, la foire, le coiffeur, le barbier, le dentiste et tout ce que tu veux. En fait, le cimetière, c'est le cœur du village au C'est Moyen vrai. Âge. Oh non.
C'est-à-dire que sur les tombes, parce que bon, je le rappelle, hein, à cette époque-là, il y a pas de monument, hein, on creuse un trou, on rebouche, on tasse la terre Ouais. et puis basta, quoi, hein. Il y a peut-être une petite croix en bois par-ci par-là, bon, enfin, et encore que, mais il n'y a pas de monument comme chez nous. Donc en fait, sur les morts se tient le marché 2 fois par semaine, Incroyable. se tient la foire pendant une semaine, et tu as plein de métiers, de cœurs de métiers comme la ferronnerie, des choses qui sont assez bruyantes ou des choses qui sont odorantes qu'on met au cimetière. Comme ça D'accord. n'embête pas le reste du village au niveau des habitations. Et donc le cimetière en soi est un vrai lieu de vie au Moyen Âge. C'est génial et à la fois ça semble fou parce que tellement à l'opposé de ce qu'on vit aujourd'hui avec les cimetières qui sont fermés, qui sont très, très contrôlés, tout ça. C'est fou de se dire qu'à l'époque, bah, vraiment tu faisais ton marché au-dessus des tombes, quoi. C'est ça. Et puis tu fais tout. Enfin, je veux dire, tu te fais coiffer, tu as le coiffeur qui s'installe pendant C'est la foire et tu t'y fais coiffer, tu fais tes courses, tu fais tout ça. Bah, ça veut dire tout simplement, on considère encore, les morts dans le quotidien, de la vie de tout le monde, du village et voilà, vous êtes encore présents, donc d'un sens, il y a une symbolique qui est hyper forte, en fait. Mais la mort, en fait, encore une fois, au Moyen Âge, c'est pareil. Je rappelle, alors effectivement, on faisait encore des mises à mort hein, au Moyen Âge. Mmh. Euh, les potences, c'est pareil, elles se tiennent au centre du village. Quand on tue des gens par pendaison, par exemple, ou sur la roue, au Moyen Âge, on les tue. C'est une foire. Les gens viennent voir. C'est vrai. Enfin, tu vois. Et puis euh, les cadavres au bout de la potence, on les enlève pas bien souvent, on les laisse pourrir là jusqu'au bout. Donc finalement, ils vivent avec. C'est presque une habitude, quoi. Ouais, le memento mori, là, il est hyper fort, en fait, hein, pour eux. C'est vraiment, c'est le quotidien, quoi. C'est ça. Et je fais une petite analogie par rapport à ton expérience avec l'ayahuasca et de plantes psychotropes. Au Moyen Âge, la mandragore était très à la mode. Aujourd'hui, elle l'est grâce ou à cause d'Harry Potter, mais Oui. à l'époque, en tout cas, la mandragore, elle avait tout un tas de croyances et de choses comme ça. Jérôme Bosch, d'ailleurs, pour revenir à lui, est parti aussi de la mandragore hein, pour peindre certains de ses tableaux. Il avait une espèce de fascination pour la mandragore, donc comme quoi, quand même, tout est lié. Waouh! OK. Et en fait, la mandragore, on allait l'accueillir au pied des potences, justement, au pied des pendus. Elle était très très prisée parce qu'on disait que, alors, au choix, soit la semence, soit l'urine des pendus conférait à la mandragore Mon Dieu. sa, son, Ça lui apportait son, des vertus un peu, voilà, exactement, hallucinogène, mystique, incroyables. etc., etc. Donc on allait l'accueillir là-bas. Plein de plantes qu'on allait cueillir au cimetière aussi parce qu'on pensait que, alors la mandragore aussi, il y a cette petite notion au cimetière, on pensait que la terre grasse avec la décomposition des Mmh. défunts, voilà, lui donnait pas mal de vertus. Et du coup, il y a plein de plantes comme ça qu'on allait cueillir au cimetière parce qu'on pensait que la décomposition, en tout cas, alors on n'avait pas cette notion-là encore à l'époque, mais voilà, ça rendait la terre grasse et donc ça conférait des propriétés magiques aux plantes. C'est incroyable. Est-ce que la mandragore est encore utilisée aujourd'hui? Alors je peut-être plus au niveau de la magie, sorcellerie, tout ça? Tu le Oui, sais? Ouais? énormément. Oui, oui, énormément aussi. On s'en sert encore aussi parfois. Alors la mandragore à petite dose dans des onguents, des pommades, enfin des choses comme ça. Mmh. On s'en sert effectivement aussi pour des voyages et des ouvertures de portes de l'intuition. J'aime bien cette façon de le dire. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, quand tu penses Moyen Âge, si tu dois penser plante, mandragore, c'est ce qui ressort tout de suite, hein. C'est fou quand même, hein, qu'on ait associé vraiment une époque de l'histoire à une plante. Moi, je Oui, pense à aucune autre plante que la mandragore. bah aussi parce que c'est vrai. Alors bon, il faisait ça pour la mandragore, mais pour d'autres choses. Mais tu sais, il y avait cette espèce d'anthropomorphisme aussi au Moyen Âge, Ouais, et c'est à ce moment-là qu'on a donné à la mandragore sa forme l'aspect humain, ouais. d'aspect humain, tu vois, notamment. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi cette espèce de fascination justement. Ouais, le côté surnaturel encore un peu. C'est ça. Et puis au Moyen Âge, je rappelle, on parle aussi du voyage en balai des sorcières. Voilà, on pense qu'elle prenait de la mandragore et que du coup, c'est ce qui
dans l'imaginaire des gens, disaient qu'elles volaient sur leur balai. Enfin voilà, tu C'est vois, pas mal de génial. petites choses. C'est génial en même temps. Mais alors, du coup, tout ce que tu nous racontes, à partir de quand ça s'arrête? Ça s'arrête vraiment fin Moyen Âge, au Ouais, début du romantisme? ouais, c'est ça. À la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance, effectivement, on va voir après plutôt une mort romantique. Voilà, il y a un Mmh. tournant à ce moment-là. Alors pourquoi aussi? Parce qu'à la fin du Moyen Âge, je le rappelle, c'est les moments de la Grande Peste. Ouais. Et là, la personne, le gens du Moyen Âge va être confronté en fait à une mort euh, glauque, à une mort un peu horrible, Ouais. tu vois, à une mort, et il va y avoir un espèce de revirement à ce moment-là en fait dans la pensée des gens qui va faire que waouh, la mort ça devient un truc vraiment dégueulasse quoi. Oui, puis en plus, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au cimetière qui faisait partie, inhérente du quotidien des villages, là, du coup, devient un petit peu l'ennemi numéro un puisque, une fois qu'il y a eu la peste, en fait, on pouvait plus enterrer les gens, on Non, les enterrait très loin, on les brûlait, donc les cimetières sont devenus un petit peu les ennemis. C'est pour ça qu'après, par la suite, on les a, mis en dehors des villages. tout Donc à ouais, fait. en fait, j'imagine bien que le revirement de situation est arrivé à ce moment-là, ouais, avec la peste. Peut-être que s'il y avait pas eu la peste, on serait encore là en pleine fascination, en train de faire nos marchés sur les tombes. Et qui sait? Qui Ce sait? qui serait pas mal, moi ça me choquerait pas, hein. Moi non plus personnellement, mais parce qu'il y a quand même cette espèce de sacralité du cimetière, où faut absolument pas faire un bruit, rien du tout, qui C'est moi bizarre ça. Est-ce me que laisse toi un tu peu l'expliques pantoise. ça? Oui, mais parce que la mort, aujourd'hui la mort est tabou pour tout, donc fatalement, Ouais, euh, mais le silence quand même. Je veux dire, comment déranger les morts? Pourquoi être silencieux? Dans une église, je peux le comprendre, tu vois? Si tu regardes les gens qui prient, les gens qui méditent, tout ça. Dans un cimetière? c'est pas les morts qu'il faut pas déranger aujourd'hui, c'est les vivants. C'est ça le problème en fait, c'est Ouais. que c'est mal vu, Ah oui, c'est des gens mal tu vu veux par qui les sont là vivants. sur, ouais, OK. Mais tu vois bien, tu sais, il y a plein de rites autour de la mort. Tu peux très bien aller te recueillir sur une tombe et mettre de la musique. Bah, regarde, essaye de faire l'expérience un jour. Regarde si c'est pas mal vu par les vivants qui viennent se recueillir. Ah oui, complètement. Ah oui, je pense que ce serait un sacrilège absolu en fait, C'est ça en fait. ouais, ouais, complètement. Donc voilà, mourir au Moyen Âge, c'est quand même assez extraordinaire. C'est pour ça que moi, je pense que j'aurais aimé vivre cette période du Moyen Âge, ou en tout cas si je l'ai vécu, m'en souvenir, parce que sincèrement, cette fascination, c'est pareil au Moyen Âge. euh, c'est courant d'exhumer les morts pour les transporter ailleurs. L'exhumation, OK. elle est courante au Moyen Âge. Pour quelle Euh, raison, il pourrait y avoir, qu'on exhume un corps? Parce que des fois, on enterre un peu à la va-vite, on sait pas trop, des fois, il y a de la route à faire. Alors je rappelle que, aujourd'hui en corbillard, faire un Toulouse-Paris, ça demande la journée. Au Moyen Âge, ça demande le mois, hein, quand même, hein, C'est donc vrai? je te raconte pas l'odeur, quoi. Oh là là, mon Dieu, ça devait être Donc quelque chose quand même, hein, de faire, ton métier en quelque sorte, mais à l'époque, ça heu, devait être, ouais, quelque non, chose d'assez particulier. fallait avoir le cœur bien accroché à mon avis. Mais du coup, on fait ça, on enterre et puis on exhume après, OK, et puis on fait les transports après, en fait, avec les d'accord. os. En fait, souvent c'est ce qui se passe. Parfois, on peut aussi décider d'enterrer à la va-vite parce qu'il y a eu une maladie, Eh et oui. puis de déterrer après pour aller réenterrer au bon endroit. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut faire ça. Et puis parfois, donc tu parlais de mon métier, Mmh mh. c'est pour ça que je dis que je suis pas certaine, par contre, que j'aurais vraiment grandement apprécié, mais enfin bon, pourquoi pas, après tout, à chaque époque, Oui, ses c'est mœurs, vrai. voilà. Parfois on meurt là où on n'habite pas, hein, c'est souvent le Ouais. cas des croisades, par exemple, des champs de guerre, et cetera, et cetera. Et puis, il faut te rapatrier pour t'inhumer là où tu vis et là où sont les tiens. Et donc, à l'époque, déjà, ils avaient bien compris l'utilité de retirer les viscères. Et donc, en fait, à l'époque, on fait ça. Sur place, on retire tout ce qui est boyaux, viscères, donc mais on t'aspire quoi, littéralement Oh ce la qu'il y a à vache. l'intérieur, D'accord. du fait que il reste plus grand chose hein, après à part la peau et, et la peau et les os. Et puis on te met dans une petite boîte et puis comme il y a plus rien à pourrir, hein, au bout d'un moment là tu peux être transporté en chariote vers ton lieu d'inhumation. Et du coup, alors j'ai une question très technique et si vous êtes un peu sensible à cette discussion, peut-être n'écoutez pas les prochaines secondes. Hem,
Un corps en putréfaction, si on a retiré les organes, est-ce qu'il pue un petit peu moins? Je ne sais pas si ma question est très claire. Oui, Est-ce que c'est les organes qui font qu'un corps en putréfaction pue vraiment très fort? pas que. OK, bon. Pas que, mais on va dire que oui. Oui, tu as quand même beaucoup moins d'odeur. Pour ceux qui vraiment ont envie d'avoir une idée, les odeurs de la mort, ça va de l'égout à la vieille raclette pourrie. Bah, vieille raclette pourrie, ça va? Bah, Oui, ça dépend. ça dépend. OK. Bon, je pense qu'en vérité, on peut jamais vraiment se rendre compte. À mon avis, la mort doit avoir une odeur. Déjà, est-ce que tous les cadavres ont la même odeur? Non, OK. non, parce qu'en fait, ça va dépendre de la cause du décès. Seulement ça? Alors, pas que, mais ça dépend déjà dans un premier temps de la cause du décès. Dans un deuxième temps, ça peut dépendre des conditions climatiques parce que effectivement, quelqu'un que tu vas retrouver à domicile au bout de 15 jours, il Ouais. n'aura pas la même odeur de quelqu'un que tu vas avoir retrouvé tout de suite et puis après qu'on va mettre en chambre froide. Donc fatalement, voilà. Mais on va dire que pour quelqu'un qu'on retrouve tout de suite, l'odeur, elle va vraiment dépendre des causes du décès. Et alors rien à voir avec l'odeur, mais je me suis posé cette question tout à l'heure quand tu parlais justement, tout cet aspect mort au Moyen Âge, inhumation. Je sais qu'il y a eu un moment dans l'histoire où on a coupé la tête des cadavres, des défunts, parce qu'il y avait eu ces premières histoires de revenants qui étaient simplement des personnes qu'on avait mal, diagnostiquées mortes et en fait qu'on avait enterrées vivantes et qui étaient revenues. Et je sais que fut un temps, pendant un petit moment, on a coupé la tête des morts parce qu'on avait très peur qu'ils reviennent. Est-ce que c'est sur cette époque-là ou pas du tout? Oui, au Moyen Âge, on a pas mal C'est ça, hein. de récits là-dessus, effectivement. En fait, au Moyen Âge, de son vivant, on préparait l'après de sa mort. C'est fou. C'est-à-dire que au Moyen Âge, voilà, on estimait que on parlait pas de réincarnation, pas tout ça, mais on estimait que on parlait pas, comme je le redis, hein, on parlait pas de paradis et pas d'enfer. Mmh. On estimait qu'il fallait réussir sa mort et donc réussir son passage dans l'au-delà. OK. Et du coup, effectivement, c'est aussi le moment où on commence à entendre parler de ces histoires de fantômes, de revenants, et où effectivement, on commence à couper la tête des gens pour être sûr qu'ils reviendront pas. Bon, dans l'idée des gens de l'époque, je vois pas trop le rapport, mais pourquoi pas. On avait très peur des fantômes et des revenants, par contre, hein, au Moyen Âge. C'est vrai. Oui, C'est vrai qu'il c'est y a pas il y a quelque chose. ils sont dépeints, mais je pense que c'est à partir de là que de toute façon les fantômes sont dépeints de façon, très effrayante, très, ils sont méchants, ils sont tout ça, ils ont pas du tout une bonne image. À mon avis, c'est une image qui a collé depuis et dont on s'est jamais séparé en fait. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Du coup, cette histoire de décapitation m'intéressait parce que je sais que, tu sais, il y a eu toute cette époque où, en effet, enfin, à l'époque, pour déterminer que quelqu'un était mort, c'est si tu avais un miroir, et encore, tout le monde n'en avait pas, tu Oui. mettais un miroir devant la bouche, mais sinon, tu l'estimais comme ça, ah bah, il est mort. Et souvent, les gens se plantaient, en fait, quoi. Donc, il y a des Ça, histoires absolument affreuses de personnes enterrées vivantes. Je crois que ça, c'est à peu près la phobie de tout le monde, hein, se faire enterrer vivant. ouais, j'avoue que ça doit pas être top. Ouais, non, pas génial. Voilà. Mais oui, oui, tu as des gens effectivement qui se sont fait enterrer vivants. Alors, je le redis, le cercueil n'existait pas encore. Ouais. Il a commencé à exister que vers la fin du Mhm. Moyen Âge. Donc, du coup, est-ce que c'était plus facile pour eux de s'extirper du linceul et de gratter la terre? Pas sûr quand même, hein, mais bon. Et est-ce que, bon, tu sais, tu as dû les voir passer, alors surtout à l'époque, ces légendes urbaines de gens qu'on aurait retrouvés, qui étaient pas morts dans leur cercueil. On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent plus arriver? Non, non. Alors déjà, alors juste de manière très technique, quand un décès survient à l'hôpital, ça ne peut pas arriver, hein, on est bien d'accord. Il y a quand même aujourd'hui des machines qui Ouais. sont là, voilà. Quand un décès survient à domicile, si vraiment quelqu'un s'est planté, mais bon, ça serait quand même très inquiétant. Si vraiment quelqu'un s'est planté dans un véhicule, donc ça s'appelle pas un corbillard pour les transports de corps sans cercueil, c'est un véhicule funéraire. Dans ces véhicules-là, en fait, quand on met la personne dans le caisson, il y a un bouton à l'intérieur du caisson pour que si jamais la personne se réveille, elle C'est pas puisse vrai? appuyer et donc sortir de manière totalement naturelle. Ah waouh! Bah, Voilà. génial! Bah, c'est bon à savoir. Donc, pas d'inquiétude. Si vous mourrez, mais que c'est un fake à domicile, vous pouvez encore sortir. Voilà.
Et il existe exactement la même chose dans les cases, les cellules réfrigérées des funérariums, un bouton poussoir à l'intérieur. OK, donc il y a quand même s'ils ont fini par faire ça, c'est qu'il y a quand même eu des histoires à un moment ou à un autre, je pense. Tu fais pas ça, sans raison. Distinguer après la vérité de la légende urbaine, tu sais, Ouais, je suis parfois c'est d'accord. difficile, voilà. Mais bon, en tout cas, il y a au moins une sécurité, quoi, on va dire. OK, et puis de toute façon, enfin avec tout ce qui est inhumation, tout ça, je vois pas comment on pourrait passer outre en effet. Mais c'est vrai que je crois que de toutes les légendes urbaines, c'est probablement celle qui m'effraie le plus en fait. Tu sais, de te dire qu'un jour tu pourrais être mal diagnostiquée, enterrée vivante, enfin je crois que c'est le pire de mes cauchemars, mais en effet, Ouais, c'est pas réalisable. C'est vraiment, on est vraiment sur, un creepypasta qui ne peut pas arriver. c'est ça. Par contre, on est bien d'accord que une fois qu'on insère le cercueil dans le four du crématorium, il n'y a pas de bouton poussoir, hein. Oui, et ça va être le mot de la Excusez-moi. fin. Bon, en tout cas, merci une fois de plus, Julie, pour toutes ces informations, tout ce que tu nous apprends, pour ta douceur, pour tout ça, en fait, parce qu'à chaque fois, je passe un moment merveilleux. J'espère que toi aussi, tu as passé un beau moment et C'est un que plaisir partagé. plaisir partagé. Bah écoute, de toute façon, je pense qu'il y aura encore d'autres moments. Tu vas revenir me voir et on va parler encore parce qu'il y a plein de sujets. Et d'ailleurs, je pense que cet aspect mort au Moyen-Âge n'est pas terminé. À mon avis, tu as encore plein de choses à m'apprendre sur cette époque. C'est comme. Donc tu reviendras. En attendant, où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors toujours pareil, sur Instagram, Mmh. Julie est un toutoune. Toujours aussi débile, mais bon, excusez-moi, voilà. Avec les traits, hein, à chaque fois, hein, c'est ça? Avec les traits du bas, oui, pas les traits du 6, mais les traits du 8. OK. Et voilà. Et de toute façon, moi, alors je crois que j'ai fait une présentation de toi, oui, sur l'Instagram du podcast qui est Who You Gonna Call tout attaché, -8, podcast. Et là, en fait, il y a Julie qui est taguée, donc vous pourrez la retrouver. Donc moi, déjà, vous pouvez me retrouver sur l'Instagram du podcast. Et il y a aussi mon Instagram de chasseuse de fantômes qui est donc Vanessa-Paranormal Life. Et là, c'est pareil, vous allez retrouver un Linktree avec tous les liens de partout où vous pouvez me retrouver. Donc, ce sera assez facile. Bah écoutez, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Je te remercie Julie une fois de plus d'avoir Non, merci à passé toi. ce petit moment avec moi parce que ça, bah, même si on parle de mort, ça fait du bien parce que ça reste toujours hyper intéressant. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire des réflexions ou des questions. De toute façon, Julie reviendra, donc vous pourrez lui poser 2-3 questions. Et voilà, je te fais plein de bisous. À toi aussi, Vanessa, et à très très vite. À très vite, ciao. Hey, they say that death is better than life. You'll soon find out.